Je suis Afrique, terre de tous les hommes. Je suis toi, moi, lui, l'autre, fier d'entreprendre, de réunir, de réussir. Je suis Afrique. Mélange de vie, de langue, de couleurs, de parfums, de goût fort. Je suis libre, créatrice inspirée, sensuelle et vibrante. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castel Beer, tout travail mérite sa bière. Produit par Bralico. Trop souvent, nous pensons connaître le rôle de chaque profession. Et heureusement qu'il y a ce podcast qui, au fil des épisodes, donne la parole à des hommes et des femmes qui racontent avec passion et avec précision les contours de leur métier. Bonjour et bienvenue dans Et si on en parlait, le podcast produit par l'agence de communication Kabali Solo. Pour ce nouvel épisode, nous avons l'honneur de recevoir le président de la Chambre nationale des notaires du Congo. J'ai cité Maître Bertrand-Éric Fédéré-Pondy. Bonjour Maître. Bonjour. Comment allez-vous? Je veux bien. Qui est Maître Pondy? Maître Pondy est notaire, d'où maître, parce que exerçant les métiers de justice, et il est notaire, je veux dire, et président de la Chambre nationale des notaires du Congo. Voilà. Comment vous arrivez à concilier les deux, votre profession de notaire et la fonction de président? Il faut dire d'abord que c'est un sacerdoce. Voyez-vous, lorsque vous présidez aux destinées professionnelles des autres, vous devrez vous exposer à quelques sacrifices. Et donc, naturellement et normalement, nous exerçons ou nous accomplissons notre ministère. Et en même temps, nous répondons aux devoirs liés à notre statut de président. Donc, la représentation de la structure tant au niveau interne qu'au niveau international. Et enfin, les interventions nécessaires que nous menons à l'effet justement de contribuer à la promotion et à la protection de cette noble profession. Maître, comment on fait pour devenir notaire? Alors, naturellement, comme vous pouvez le constater, vous pouvez aussi l'imaginer. Il faut forcément faire des études de droit. De droit, exactement. Vous n'avez jamais fait des études de droit. Il est impensable que vous soyez notaire parce que nous exerçons dans le domaine juridique. Donc, il faut avoir fait des études de droit et avoir au minimum, je crois, actuellement une maîtrise en droit et sinon plus. Sinon plus. Et comment devient-on président de la Chambre nationale des notaires du Congo? Alors, c'est déjà pas une nomination comme telle, c'est une élection. C'est une élection. Donc, c'est en fonction des valeurs que vous incarnez que les autres vous font confiance. Quand vous dites les autres, ça veut dire vos compères? Bien sûr, les autres, quand je dis les autres, ce sont les notaires du Congo. Donc, c'est en fonction des valeurs que vous incarnez que les autres notaires vous font confiance et vous mettent à responsabilité. La Chambre, c'est l'organisation des notaires au niveau du territoire du Congo-Brazzaville. Donc, nous sommes organisés en entités de Brazzaville, de Pointe-Noire et nationale. Donc, il y a une chambre départementale des notaires ici à Brazzaville. Il y a une chambre départementale des notaires à Pointe-Noire. Et enfin, il y a la Chambre nationale des notaires qui fait la fusion des deux chambres, qui est la superstructure, justement, du notariat au niveau interne. Quand je dis le niveau interne, au niveau du Congo. D'accord. Et il y a combien de notaires sur l'ensemble du territoire national? Alors, il faut dire que aujourd'hui, les statistiques nous donnent le chiffre de 120 notaires. 120 notaires. Et en exercice, il doit y avoir 100, puisqu'il y en a ceux qui sont en mise en disponibilité, qui ne sont pas là pour des raisons de maladie et tout. Mais ceux qui exercent effectivement au nombre au moins de 100. J'ai envie de dire seulement. Est-ce que j'ai le droit de le dire? Non, il faut plutôt dire tout ça. Ah, ok. Parce que c'est beaucoup. C'est beaucoup? Le nombre de notaires va de pair avec l'indice économique du pays. Vous nous expliquez? Ça veut simplement dire que plus le pays d'une façon économique bien noté, et ça se passe bien. Si ça ne marche pas, c'est difficile. Et en fonction aussi de la densité de la population. D'accord. Voyez-vous, nous sommes 6 millions d'habitants et nous sommes à plus de 100 notaires, c'est pas bon. C'est pas bon, ça veut dire quoi? C'est pas bon, ça veut dire que la profession risque d'être prostituée. Prostituée, ça veut dire quoi? Faire la rue, faire
le balado, c'est tout, ou des notaires qui n'ont point d'assises comme tel. Et quand je parle d'assises, avoir des structures adéquates leur permettant justement d'exercer leur ministère. On va y arriver. Donc un office, un secrétariat du monde. Donc vrai. les notaires, c'est vrai, c'est une profession noble. Il faut bien que, en fonction de la densité de la population et aussi de l'indice économique, qu'on régule cela. Autrement, nous allons avoir trop de notaires pour une population très peu, et ça sera difficile. Justement, on en vient à la question, quel est le rôle fondamental du notaire? Alors, pour répondre à cette question, je veux vous renvoyer à notre loi. Et je veux vous renvoyer à revisiter le législateur de 1989. Le législateur de 1989 définit le notaire au travers de la loi numéro 017/89 du 29 septembre 1989 qui institue la profession de notaire au Congo comme étant cet officier public qui est établi à l'effet de recevoir tous les actes auxquels les parties veulent ou doivent donner le caractère d'authenticité rattaché aux actes d'autorité publique. Donc ça veut dire que dès qu'il s'agit de rendre un accord à travers des actes authentifiés, il faut se référer au notaire. Naturellement. Le notaire, c'est l'authentificateur par excellence. L'État congolais donne au notaire ou lui délègue une partie de sa puissance publique au travers de ce que nous appelons le sceau de la République. Pour le commun de mortels, on va dire le cachet. Mais nous, techniquement, on parle du sceau. Le sceau, c'est le cachet que le notaire appose sur l'acte qu'il prend et qui confère à cet acte la force exécutoire et la force probante. Probante parce que c'est un acte qui s'impose aux parties. Exécutoire parce que ça s'exécute comme une décision de justice. Quelle est la différence entre un notaire, un avocat et un huissier de justice? Alors, le notaire, c'est un juge, comme j'ai dit tantôt. Il authentifie, il conserve les dépôts, il assure les dates et tout. L'avocat, il fait la défense. Vous avez un souci, vous le saisissez et vous faites les procédures au contentieux et lui, il vous défend. L'huissier du juge, lui, il est comme un agent d'exécution. On a rendu les décisions de justice, ils s'en prennent, ils sont saisis et exécutent. Lorsqu'on a rendu une décision de justice, même si vous avez été déclaré, par exemple, gagnant, entre guillemets, mais vous n'allez pas aller exécuter cette décision seul. Non. Vous avez le devoir de saisir un spécialiste de justice qui est appelé huissier, qui, lui, va porter à la connaissance de la partie succombante ou qui a succombé la décision qui a été rendue. Voilà le rôle. Donc, eux, ils exécutent, les avocats défendent, les notaires authentifient, ils prennent les actes authentiques, si vous voulez bien. Maître, le notaire intervient dans la vente immobilière, dans les successions, dans les testaments, dans les régimes matrimoniaux. Dans tout. Dans tout. Vous dites tout comme si vous n'étiez pas censé intervenir dans tout, ou ça ne se voit pas que vous intervenez dans tout. Nous avons un domaine de compétences qui est très élargi. Et il faut le dire, le notaire, c'est un juge préventif. C'est-à-dire, nous prévenons le conflit. Nous prévenons l'incendie. C'est comme si vous allez prendre votre assurance en cas de... Mais nous prévenons. Nous prévenons, oui. Voilà. Donc, dans les actes de vie de tous les jours, en tant que sujet de droit, donc un homme, une femme qui est sujet de droit, donc peut saisir le notaire pour protéger soit ses investissements, soit ses actes, tout ce qu'il fait. D'accord. Voilà. Dans le quotidien. Le quotidien, tous les actes. Je vous propose de classer ça. Je me soumets à votre logique. Parfait. On commence par la vente immobilière. Très bien. On va peut-être rappeler à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent, c'est quoi la vente immobilière? La vente immobilière, c'est une transaction qui est établie entre deux personnes, soit l'une qui vend un bien et l'autre qui l'achète. C'est ça la vente immobilière. Un bien immobilier. Ça peut être un immeuble, un terrain nu, ainsi de suite. La personne peut être une personne physique comme une personne morale. Voilà. D'accord. Et quel est le rôle du notaire dans la vente immobilière? Mais c'est un rôle très important. Il permet de sécuriser justement cette transaction. Sécuriser déjà l'investissement de celui du l'acquéreur. Vous savez, lorsque vous avez vos fonds en banque, les fonds sont en sécurité, ne dérangent personne. Et lorsque vous voulez sortir vos fonds pour un but donné, il faut que ce soit déjà légitime et licite. Et aussi que l'acte que vous posez soit protégé. Mais qui le protège, qui le sécurise? C'est le notaire.
C'est de l'argent que vous mettez dans l'acquisition d'un bien immobilier. Mais pour le faire en toute sécurité, vous saisissez votre notaire qui, lui, rédige les actes dans les règles de l'art, en ayant d'abord mené toutes les investigations nécessaires. C'est vrai. Mais maître, récemment, apparemment, ce pouvoir à travers une loi, je pense, a été aussi confié aux huissiers. Les huissiers n'ont pas le pouvoir d'authentification. Ils peuvent prendre des actes, mais c'est sous signature privée, ça. Mais celui à qui le législateur ou l'État congolais a donné le mandat d'authentification des actes, c'est le notaire. C'est le notaire. Et cet acte, lorsqu'il est authentifié, il produit tous ses effets. Il y a déjà la force probante, il s'impose aux parties. Et deux, la force exécutoire, il exécute comme décision de justice. Oui, c'est vrai, les huissiers ont dû dégoter une nouvelle loi, mais il y a aussi une loi qui est en chantier pour les notaires. D'accord. Quels sont les risques dans les ventes immobilières lorsque le notaire n'est pas impliqué? Mais les risques sont que vous pouvez faire une fausse affaire. Et lorsque vous vous rétropédalez, vous venez voir le notaire, mais il fait que constater et il cherche à rattraper les choses. Et vous vous retrouvez dans des procédures contentieuses devant le juge. Donc, que de venir voir le notaire pour difficulté qui se serait glissée dans la transaction que vous aurez eu à faire, mais il faut venir le voir bien avant ou en amont. Vous dites à votre notaire, maître, j'entends acquérir tel bien qui se trouve à tel endroit, à tel montant. Le notaire, avant de vous dire d'acheter ou pas, met les investigations nécessaires. Parce qu'il faut découvrir et définir l'origine de propriété. Une vente d'un bien propre est différente d'une vente des biens indivis ou successoral. Est différente d'une vente d'un bien collectif ou sociétal ou de la société. Vous êtes monsieur Kaba, vous avez votre chaussure, vous voulez la vendre, vous n'avez pas besoin de demander la permission à qui que ce soit. Vous la vendez autant que vous pouvez et comme vous pouvez. Vous êtes monsieur Kaba, votre père vous a laissé un bien en héritage. J'entends une parcelle. Vous êtes nombreux, vous n'arrivez pas à vous entendre. Souvent, c'est cela aussi. C'est ça. La personne, le titulaire du bien est décédé, mais ceux qui restent et qui viennent en succession, souvent ne s'entendent pas. Et du coup, ils sont obligés d'aller vers les tribunaux. Pour ceux qui ne maîtrisent toujours pas les procédures, ils vont vers les tribunaux directement. Ou alors pour ceux qui pensent être un peu prudents, ils vont voir les notaires. Ah, maître, nous avons un bien que X personne nous a légué, nous a laissé. Mais nous n'entendons pas, nous entendons le vendre. À partir de ce moment, se met en place une procédure. Celle qui consiste d'abord à définir, à ouvrir la succession du décédé, prendre l'acte de mutation par décès et éventuellement faire la vente. Voyez-vous, là, ça se fait ainsi. Tout le monde est d'accord, vous vendez. Mais il peut aussi arriver qu'un successif ne soit pas d'accord. Ne soit pas d'accord. Mais quand il le fait, il faut qu'il justifie d'un légitime intérêt. La justification du légitime intérêt, c'est quoi? C'est de prouver aux autres que moi, je ne veux pas qu'on vende, alors je vous désintéresse. Vous ne pouvez point bloquer la vente des biens indivis sous prétexte simplement que c'était le bien de papa. Non, si les autres veulent sortir de l'indivision, ils sortent, car nul n'est censé rester dans l'indivision. Ah oui. Ils sortent. Et lorsque vous ne voulez pas, vous les désintéressez. Ah, le bien peut être vendu à combien? À 10 francs. Chacun doit avoir combien? Tant. Bon, je vous désintéresse, je vous récupérer le bien. C'est ça justifié d'un légitime. Ah, désintérêt, ça veut dire quoi? Je vous remets les 10 francs? Oui. Ah. Vous rachetez le bien. Vous rachetez le bien, d'accord. Vous rachetez le bien et vous désintéressez les autres. Voyez-vous, c'est ça justifié d'un légitime intérêt. Voilà. Mais si vous ne le faites pas, alors là, vous causez préjudice aux autres qui voudraient bien sortir de l'indivision. Et c'est pas bon. Voilà. Toujours dans la vente immobilière. Oui. Qu'en est-il quand il y a un conflit, par exemple, lors d'une vente immobilière, mais qui implique même le notaire? C'est-à-dire que les particuliers ont pris les précautions, ils sont allés consulter un notaire pour la vente, mais il se trouve qu'après enquête, les papiers sont falsifiés, parce qu'on a beaucoup de ce problème, on a beaucoup de problèmes des papiers qui ne sont pas authentifiés, ainsi de suite. Je veux dire, comment se font les ventes avec des faux documents? Comment ça se passe, les ventes? Alors là, je vais être un peu dans une mauvaise posture pour répondre à une telle question, parce que le notaire est censé recevoir les actes qui, d'emblée, sont vrais. Et le notaire a le devoir déontologique, d'abord de vérifier l'authenticité des pièces qu'on lui représente. Donc vous venez me voir, vous voulez vendre un bien,
Et ce n'est pas d'un claquement de doigts que je vais faire la vente. Non. Je vous demande de me représenter les actes qui sous-tendent votre qualité de propriétaire. Ça, c'est déjà de 1. Et une fois que vous avez représenté, nous avons des administrations habilitées auprès desquelles nous pouvons vérifier tel acte ou tel autre acte. Vous arrivez à reconnaître que tel document est un faux permis, par exemple? Je suis en train d'arriver. Quand je dis les administrations compétentes, nous avons la mairie. Vous avez un bien, s'il est titré, je vérifie au niveau de la conservation l'origine de propriété. Et si le bien vous appartient, bel et bien, je fais une descente aussi sur le terrain. L'enquête parcellaire, l'enquête de voisinage. Les gens du quartier peuvent dire oui, c'est le bien d'eux. Au-delà, bien sûr, des actes juridiques qu'on peut représenter, titre de propriété ou quoi. Je vais à la mairie, je vérifie. Si je trouve qu'au niveau de la mairie, l'acte est probant, l'acte est clair, l'acte est licite, à partir de ce moment, je peux m'engager d'eux. Au moins, en cas de, nul n'est parfait aussi. Il peut arriver qu'il y ait un petit couac, mais à partir de ce moment, on va demander au notaire, est-ce que vous avez épuisé les voies de recours? Quand je dis voies de recours, la procédure dans le cas des fouilles et tout. Si le notaire a mené ses investigations de fond en comble et qu'il arrive qu'il y ait un petit souci, mais nous avons une parade aussi. C'est l'assurance professionnelle, responsabilité professionnelle. Chaque notaire à l'entrée en profession ou en fonction doit souscrire à cette assurance. Ça permet de couvrir les aléas comme ceux-là, où le notaire a dû être induit en erreur, a commis une petite erreur, allant dans le sens. Bon, l'erreur est humaine. À partir de ce moment, l'assurance prend le relais. En fin de procédure, il est condamné et l'assurance paye. Ouais. Mais il arrive aussi que on représente à un notaire des faux documents et que, par inadvertance, que celui-ci se mette à instrumenter. Alors, à partir de là, la responsabilité du notaire peut être engagée. S'il se trouve qu'il avait connaissance de ce fait et que malgré cela, il s'est permis quand même d'instrumenter. À partir de là, il y a une procédure disciplinaire, comme il peut avoir une procédure judiciaire. Voilà. Maître, quels sont les moyens que vous mettez en place pour éviter justement qu'on en arrive là? Trop de biens, trop de parcelles, trop d'immeubles, trop de maisons sont mises en vente avec des faux documents, trop de familles se plaignent, trop de particuliers se retrouvent dans des situations très compliquées. Vous, en tant que notaire, vous êtes d'autant plus le président de la Chambre nationale des notaires du Congo, donc je m'adresse à la bonne personne. Oui. Quels sont les moyens que vous mettez en place pour justement contrer un peu tout ça, j'ai envie de dire? Mais déjà, ce que nous faisons, c'est rappeler les notaires au devoir. Le devoir déontologique. Le notaire, c'est celui qui est censé sécuriser une transaction, pas le contraire. C'est vrai qu'il peut avoir des erreurs en tant qu'humain, oui, nul n'est à l'abri. Mais quand même, il ne faudrait pas que ce soit des erreurs commises expressement. Là, c'est une faute. Voyez-vous? Mais lorsque vous vous collez à la déontologie, aux règles de la profession, que disent les règles de la profession en matière de vente immobilière? Telle personne vient vous saisir à l'effet de vendre sa parcelle. Il faut déjà définir la qualité de la personne qui vous saisit. Est-ce que oui ou non cette personne est bel et bien propriétaire? Ah, d'accord. S'il est établi que c'est le propriétaire, ok. Mais comment établir qu'il est propriétaire? Mais il faut vérifier la véracité des documents qu'il vous représente. Quand je dis les documents, ça peut être un titre foncier, ça peut être un permis d'occuper, une attestation de vente et tout. Vous mettez un travail de fouille. Et une fois que vous avez fouillé, vous avez fait asseoir votre religion sur la question, à partir de ce moment, vous pouvez vous prononcer pour la vente ou pas. Voyez-vous? Si ce n'est pas bon, vous dites, la vente ne peut pas avoir lieu. Donc, ce que nous faisons au niveau de la Chambre, c'est interpeller les notaires à revenir sur le b.a.-ba de la profession. C'est-à-dire respecter la loi, respecter la procédure. Parce que les gens viennent vers nous pour sécuriser leurs transactions et non le contraire. Il faudrait qu'on accuse le notaire à tort qu'on l'accuse parce que réellement les faits sont avérés. Non. Voyez-vous, il peut arriver, pourquoi pas? Surtout dans ces questions de vente d'immeubles. Lorsque l'origine de propriétaire est viciée, c'est difficile. Quand j'ai dit l'origine de propriété, qu'inquiéter, qui est réellement le propriétaire du bien? L'origine peut partir des années en arrière. Et il faut aller dégoter cela. Mais c'est un travail fastidieux. D'accord.
Voilà. Maître, est-ce que dans les ventes immobilières, vous vous retrouvez dans une situation où, par exemple, c'est un conflit entre un particulier et l'État? Pourquoi pas? Dans ces cas, comment ça se passe? Mais quand c'est un conflit entre un particulier et l'État, ben, lorsque déjà c'est un conflit, on les renvoie au tribunal. Ah, dès que ça arrive, oui, parce oui. que vous, c'est préventif. Le rôle du notaire. Lorsque déjà il y a un conflit, le notaire n'a plus sa place. En réalité. D'accord. Et donc, Voilà. les moyens de prévention, justement, dans les prérogatives de votre fonction, peuvent intervenir, soit de gré à gré, particulier à particulier, comme particulier avec l'État congolais, par exemple. Oui, le particulier et l'État congolais, il passe devant le notaire. On prévient tout conflit. Voyez-vous? D'accord. Donc, lorsque le particulier a acheté son bien dans les règles de l'art et dans une situation bien définie, il n'y a pas de raison que l'État puisse le mettre en difficulté éventuellement. Et on établit que le monsieur est dans ses droits, voilà comment il a acquis son bien. Et lorsqu'il y a des actes notariés, les actes notariés font foi de leur énonciation jusqu'à inscription de faux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tant qu'il n'est pas porté le faux de cet acte, l'acte-là produit ses effets sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est l'article 10. Et c'est même la clé de la profession de notaire. À la différence des huissiers, par exemple. Les actes notariés font foi de leur énonciation jusqu'à inscription de faux. Et ils sont exécutoires sur toute l'étendue du territoire national. Donc, il y a un acte de notaire qui est là, mais vous vous rendez compte, c'est bloqué, c'est zingué. Mais comment attaquer cela? Mais vous n'allez pas attaquer devant le premier juge. Quand je dis le premier juge, c'est le juge du tribunal de grande instance ou le tribunal d'instance. Mais normalement, c'est devant le deuxième juge. Et le deuxième juge, c'est le juge d'appel. Et la procédure, c'est la procédure d'inscription de faux. À partir de ce moment-là, lorsque nous prêtons serment, il est fait obligation au notaire de déposer un spécimen de sa signature au niveau du greffe de la cour d'appel. Et ce spécimen de signature permet de dégoter si, oui ou non, cet acte est de mettre pendu ou pas par une expertise graphologique. Ah, et voilà. Or, l'expertise graphologique n'est pas toujours de portée des Congolais. Voyez-vous? Oui. Donc, il faut prouver que l'acte-là, c'est un faux à partir d'eux. Mais rares sont des procédures où on a dû mettre en branle cela. Donc, la vraie raison du dépôt du spécimen de signature au niveau du greffe de la cour d'appel est de faire qu'en cas de contentieux ou en cas de remise en cause de l'acte du notaire, qu'on vérifie par une expertise graphologique la véracité de cette signature. Peu importe le nombre d'années. Mais oui. Ah. On vérifie. Ah. Mais par contre, il y a malheureusement des actes de notaire qui sont remis en cause devant le premier juge. Nous pensons que ce n'est pas comme ça. Les actes de notaire ont parfois valeur de jugement, de premier degré. En matière de notoriété après décès ou en matière de succession, lorsque le notaire a pris une notoriété après décès, mais la notoriété après décès ne peut pas être attaquée devant le premier juge, devant le juge du tribunal de grande instance ou du tribunal d'instance. Devant le deuxième juge. Oui, devant la cour d'appel. Le deuxième juge, c'est le juge de la cour d'appel. Oui. C'est comme ça. Une notoriété après décès, et je le dis à haute intelligible voix, ne peut pas être attaquée devant le juge du tribunal ou le premier juge. Mais par contre, devant le deuxième juge. D'accord. C'est comme ça. Pourquoi? Parce que c'est une décision qui a la même valeur que la décision du juge. Du premier degré. Voilà. Parce que le notaire se situe au même niveau que celui-ci. Okay. Dans ces actes-là. D'accord. Voilà. Et lui n'est pas compétent pour remettre en cause cet acte du notaire. D'accord. Voilà. Et je pense qu'il faut mettre un accent sur ça. Très, très bien. Faire comprendre, parfois, il y a des gens qui ne maîtrisent toujours pas ces spécificités, cette mysticité, et auxquels il faut expliquer cela. Tout votre présence dans cette émission. Oui, par exemple. C'est une très bonne chose. Maître, on a fini avec les ventes immobilières. Maintenant, on va parler des successions. Oui. Là encore, comme dirait quelqu'un, il y a à manger et à boire. Allons-y. D'abord, on va rappeler, c'est quoi une succession? Alors, une succession, déjà, s'ouvre au décès du décujus. La succession, c'est l'ensemble des opérations qu'on mène sur le patrimoine laissé par quelqu'un qui est décédé. Et là-dedans, nous avons des acteurs de cela qui peuvent être des descendants et qui peuvent être les collatéraux privilégiés ou qui peuvent être des ascendants. Quand je dis descendants, les enfants, ascendants, père et mère, les collatéraux privilégiés, les frères, sœurs, oncles, tantes et nièces, neveux. Elle s'applique selon ce principe-là, finalement.
Donc, les ascendants, je veux dire la succession... La loi congolaise fait une distinction selon que vous êtes descendant, enfant ou ascendant et les collatéraux. Les successibles au degré rapproché écartent ceux du degré éloigné. Voilà. Et les degrés rapprochés, ce sont donc... Les ions cause universels en matière de succession. Les descendants, les enfants. Naturellement, parce qu'ils sont au premier degré par rapport au décujus. D'accord. Et les ascendants, parce qu'ils sont au premier degré par rapport au décujus. D'accord. Or, les frères et sœurs sont au deuxième degré. Non, au troisième degré. Oui, troisième degré. Oui, mais l'épouse ou l'époux, si je me permets, parce que ça peut être dans les deux cas, et à quel degré? Non, il n'est pas successible comme tel. Lui bénéficie de ce qu'on appelle le droit d'usufruit, donc, qui est réglé par l'article 485. La veuve ou le veuf n'est pas dans... Parmi les successibles, je vous ai cité, conformément à l'article 462, il y a les enfants, père et mère, oncle, neveu, tante, nièce, ainsi de suite. Le conjoint survivant bénéficie de ce qu'on appelle le droit d'usufruit. Or, pour bénéficier de cela, il faut être marié légalement. On va en venir sur les régimes matrimoniaux. Mais c'est quoi ce droit-là qui est conféré? C'est comme une récompense, simplement, du fait du mariage. Vous êtes resté avec quelqu'un des années et des années, il est décédé, on vous reconnaît ce droit. On ne peut pas juridiquement justifier la mise à la porte d'une veuve du fait du décès de son conjoint. Non. Le conjoint décède, ils ont disons une maison conjugale, elle reste là. Vous me saisissez? Oui, je sais. Du fait du mariage. Elle jouit de ce bien-là. D'où l'usufruit, user de ce bien-là, jusqu'à son décès. Maintenant, s'il est prouvé que cette dernière notoirement sort avec une tierce personne, ou alors lorsque la dame se remarie, on lui dit de sortir. Ah oui. Mais vous ne pouvez pas l'expulser. Maître, juste pour qu'on comprenne bien. Donc, le défunt, le mari est mort. La veuve jouit par le droit, c'est l'usufruit, l'usage du bien qui leur servait de maison conjugale. Et dès qu'elle fréquente quelqu'un, elle se remarie, elle ne... Mais oui, mais elle sort. Elle ne viendra pas avec son conjoint dans cette maison de son défunt époux. Et ça, c'est la loi. Même immoral. Et c'est la loi qui le dit. Mais la loi le dit. Même immoral, oui. Vous êtes marié. Vous êtes épouse d'eux. Le monsieur n'est plus. Et on vous dit, vous restez dans la maison jusqu'à vos derniers jours. Mais s'il se trouve que, parce que vous êtes humain, vous pouvez développer quelques pulsions naturelles ou physiologiques. Vous sortez avec X, Y personne, et que c'est su de tout le monde. Donc, quand on dit de façon notoire, donc connue de tout le monde, mais à partir de ce moment, la belle famille va vous dire, mais écoutez, libérez notre maison, que de la suyer. Voyez-vous? D'accord. Ça, c'est de un. De deux, vous vous remariez. Mais votre nouveau époux ou nouvel époux ne viendra pas intégrer cette maison-là. C'est vrai. C'est immoral, c'est pas possible. Oui, c'est vrai. Forcément, vous devrez partir. C'est vrai. C'est ça. Maître, donc, si je comprends bien, il ne suffit pas de faire partie d'une famille pour prétendre bénéficier d'un bien. Non, non. Ce n'est point parce que vous êtes membre de telle famille que forcément vous êtes bénéficiaire de la succession. Non. Que vous êtes successible. Non. Pour être successible, il faut que la loi vous établisse dans cet état. C'est-à-dire que il faut que, du fait de votre relation avec le décujus, vous soyez dans une catégorie telle que vous devrez bénéficier de la succession. Je vous ai dit tantôt que ceux qui sont au degré plus rapproché écartent ceux du degré plus éloigné. Est-ce qu'il est possible qu'un père de famille lègue tous ses biens à d'autres personnes que ses enfants? Oui, ça c'est possible. Mais il y a une réserve. Ah, c'est quoi la réserve? Il y a la quantité disponible qu'il faut définir. Il y a la réserve héréditaire. Ah oui, d'accord. Vous ne pouvez pas, mais attends, vous avez eu des enfants, vous prenez tous vos biens, vous donnez à X personnes au détriment de vos enfants. Ah non, la loi va vous arrêter. Mais si vous n'aimez pas vos enfants, ou bien que non, la loi vous arrête. Il y a des limites. Ah, vous devez définir un... Ah oui, il y a la réserve héréditaire, il y a la quantité disponible qu'il faut définir, puis on regarde. Vous ne pouvez pas. Passionnant, maître. Passionnant. Oui, vous ne pouvez pas. Même si les enfants sont frappés d'indignité, à moins que ces enfants soient frappés d'indignité. Mais tous être frappés d'indignité, c'est difficile. Être frappé d'indignité, ça veut dire quoi, maître? Vous n'avez pas assisté, vous avez occasionné la mort du défunt,
Vous n'avez pas assisté lorsqu'il était malade, vous avez eu des propos vraiment difficiles ou vexatoires à son égard. À partir de ce moment, vous pouvez être tombé sous le coup de l'indignité. Selon qui? Parce que le monsieur n'est plus là ou la dame n'est plus là. Mais vous avez des enfants, vous êtes malade, les enfants ne viennent jamais vous assister. Vous les appelez, ils ne viennent pas. Ils souhaitent même votre mort. Donc vous décidez de votre vivant? Ah, mais écoutez, vous pouvez dire, moi, dès que je décède, les enfants n'en ont pas droit. Ah, d'accord, d'accord. Ils sont frappés d'indignité. D'accord. Par exemple. Et on prend un jugement d'indignité éventuellement pour opposer cela à ses enfants. C'est ça, hein? Parce que lorsque vous faites votre testament, vous pouvez dire dans les dernières volontés, moi j'ai vécu, un tel m'a fait ça. Compte tenu de cela, il ne bénéficie pas de mes biens. Il ne m'a jamais assisté, il a souhaité ma mort, il m'a empoisonné, il a. Écoutez, ce sont des causes d'indignité. La loi a pensé à tout. Ah ben oui, c'est pour protéger justement le décujus. Maître, on va parler maintenant des régimes matrimoniaux. Très bien. C'est quoi un régime matrimonial et il y en a combien au Congo? Alors, le régime matrimonial, on parle de régime matrimonial lorsque vous êtes marié légalement. Légalement veut dire à l'état civil. À l'état civil. Nous avons le régime conventionnel, celui de la séparation des biens, et enfin celui de la communauté réduite aux acquis. Ah, il n'y a que 3 régimes matrimoniaux en République du Congo. Les 3. Okay. Conventionnellement, vous pouvez vous marier, vous mettez en place votre convention, ça dépend de vous. Les biens séparés, chacun a ses propres. Quand je dis ses propres, c'est bien. Et il les gère autant qu'il peut. Au décès de l'un des conjoints, chacun reprend ses propres. Donc la succession reprend les biens qui sont dévolus ou qui sont les biens propres au décujus. Et le conjoint survivant reprend les biens qui lui reviennent de droit. Donc c'est bien personnel. Ça, c'est de 1. De 2. De 3. Le régime de la communauté réduite aux acquis. Les acquis sont tous les biens qu'on a acquis pendant le mariage. Vous vous mariez un 5 septembre 2002, jusqu'à la date de votre décès, les biens que vous avez acquis à partir du 5 septembre 2002 jusqu'à la date du décès. D'accord. Ces biens-là sont appelés acquis. Donc, une communauté qui est réduite aux acquis, qui ne porte que sur les acquis, que sur les biens que vous avez acquis pendant le mariage. D'accord. Voilà, c'est comme ça. Et la convention, c'est donc le contrat de mariage? Oui. Ah, d'accord. Voilà. Convention ou contrat de mariage. Ça veut dire ça. Le contrat de mariage, vous définissez votre type de mariage, comment entendez-vous gérer vos biens, disposer de vos biens. C'est une convention entre les parties et un contrat entre les deux époux. D'accord. Vous allez voir le notaire, il vous le rédige, vous mettez les spécificités dans la gestion de vos biens. Est-ce que dans ces cas-là, est-ce que c'est le notaire qu'on doit consulter avant de se marier ou c'est le maire qu'on doit consulter? Parce que généralement, on ne voit pas le notaire pendant les cérémonies à l'état civil. Oui, c'est vrai. C'est aussi une erreur, il faut l'admettre. Normalement, on devrait, de temps en temps, convier les notaires, parce qu'en réalité, les notaires sont les spécialistes en ces matières-là. Lorsque vous venez, vous voulez mettre en place votre contrat avant mariage, vous le faites déjà avant. Mais vous ne le faites pas à la mairie, vous le faites chez le notaire? Chez le notaire, bien entendu. Vous faites devant le notaire, et lors de votre mariage, vous représentez cela et on en tient compte. D'accord. C'est comme ça. Donc, je retiens qu'on doit consulter le notaire. Forcément. Il faut bien appeler la population à toujours fréquenter le notaire en ces matières-là. Maître, on a fini avec les régimes matrimoniaux. On va maintenant à présent attaquer le sujet sur les testaments. On entend beaucoup parler des testaments. J'aimerais bien qu'on rappelle, franchement, maître, c'est quoi un testament? Un testament, c'est un acte de dernière volonté ou un acte de disposition des biens d'une personne lorsque la personne ne sera plus là. À quel moment il intervient? Mais de votre vivant. Vous mettez en place votre testament. Il peut être un testament holographe, c'est-à-dire vous le rédigez de votre main, vous le gardez chez vous, au risque aussi que les enfants ou les tierces personnes viennent dégoter cela, donc découvrir cela et éventuellement précipiter votre mort s'il se trouve que là-dedans ils ne trouvent pas leur compte. Ça arrive. Ah ben oui. Ou alors vous venez le déposer au rang des minutes du notaire, ou vous prenez un testament authentique, et lui, il est passé devant notaire. Vous rencontrez votre notaire accompagné de 2 témoins instrumentaires ou testamentaires. Le notaire recueille votre volonté
Et une fois vous n'êtes plus là, il vient donner lecture du testament. Donc finalement, il y en a le combien? testament mystique. La mysticité de ce testament relève de ce que ni le notaire, ni les témoins, nul n'est au courant du contenu de ce testament. Ça s'appelle un testament mystique. Mystique. Ça fait peur, ça. Oui, mais mystique pour le secret. Il est mystique parce que personne n'est au courant du contenu. D'accord. Vous ne pouvez pas savoir ce qui est dit là-dedans. Donc le testateur rédige et tout, il met dans une enveloppe, il le scelle et il vient accompagné de ses 2 témoins devant notaire pour lui dire, écoutez, maître, là-dedans se trouve mon testament que je viens déposer au rang de vos minutes. Le jour que le Seigneur va m'appeler, ces derniers viendront vous voir pour vous dire que l'heure a sonné et à partir de ce moment, vous viendrez faire vos exploits. Et le jour-là, on vient appeler le notaire, et c'est lors du conseil de famille, parce que souvent lorsqu'on enterrait, la famille se retrouve pour décider du sort et des enfants et des biens, et aussi de la veuve éventuellement, si veuve il y a. Donc on saisit le notaire pour lui dire, bon, mais tel jour, il va y avoir conseil de famille. Il vient avec son testament, devant la pléiade des membres de la famille, et il donne lecture. Si en ce moment, en lisant, il lui-même aussi, le notaire découvre le contenu. Et si on l'a injurié là-dedans, c'est là où il va découvrir que... Mais donc, d'où la mysticité de un testament le caractère secret. Voilà. Parfait. Finalement... Et il y a le testament international aussi. Donc... Celui-là n'est pas trop usité. Il sert à quoi? Il consiste à quoi, le testament? Mais c'est un acte par lequel vous léguez vos biens. Qui se trouve à l'étranger? Ici, et la date est apposée lors de la lecture et tout. Mais ça, c'est pas trop... Mais pourquoi il y a le mot international? Ce sont les qualifications de ceux qui ont conçu ces trucs. Finalement, il y en a combien, les types de testaments? Il y en a en réalité 3, plus le 4e, qui est l'international. D'accord. Donc les 3, c'est mystique. Non, les 3 holographes. Donc, fait par le testateur. Il garde chez lui, mais au risque qu'on vienne dégoter cela et qu'on lui mène la guerre. Donc, il peut venir déposer au rang de minutes du notaire. D'accord. 2, authentique, passé devant notaire. 3, mystique, fait de sa main, scellé et tout. Il dépose au rang de minutes du notaire. Et enfin, 4, l'international. D'accord. Est-ce que le testateur peut changer son testament juste avant de mourir? Ah oui. Tant qu'il n'est pas décédé, le testament n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Il peut 1000 fois venir changer. Ah non, un tel m'a injurié, je l'enlève. Un tel a voulu ma mort, je l'enlève. C'est cela, malheureusement. Incroyable. Oui, jusqu'à ce que le Seigneur l'emmène, l'appelle, ou le rappelle. Incroyable. À partir de ce moment, vous scellez tout, vous allez vous donner la lecture. Sinon, à tout moment, il vient changer le contenu de son testament. C'est son droit le plus absolu. D'où le notaire, comme on le dit, c'est un juge. Au fait, nous éclairons même les tribunaux au travers de nos actes, au travers de la preuve qui doit être pérenne, qui doit être exécutoire, qui doit être irréfragable. Voyez-vous, c'est le notaire. Le juge, lorsqu'il officie, lorsqu'il a devant lui un acte notaire, mais un acte qui produit tous ses effets, ça lui facilite la religion ou la prise de sa décision. Maître, trop souvent, on remarque lors du décès d'un particulier, il y a beaucoup de problèmes autour de sa succession, autour de son testament. Oui. C'est dû à quoi d'abord? Mais c'est la fébrilité. Souvent, les gens souhaitent que... Bon, excusez-moi, c'est pas tant ce que je veux dire, mais on constate par... la pratique, les gens s'intéressent plus au bien des décédés que d'eux-mêmes. Voyez-vous, quelqu'un, quand il est malade, il est négligé. Dès lors qu'il décède, tout le monde se grue sur ses biens. Et après, ça crée des conflits d'intérêts et tout. Chacun veut tirer le pain de son côté, au mépris même de la loi. C'est ce que nous vivons. Et parfois, c'est le notaire aussi qui est pris à partie, pendant que le notaire veut juste faire son travail, tel que la loi le définit. Non. Il y a des gens qui, malheureusement, ils veulent orienter le notaire. D'où souvent nous demandons aux confrères d'être eux-mêmes. Lorsque le notaire, c'est un cadre compétent dans le domaine du droit, c'est lui qui renseigne, celui qui informe le public. Et c'est lui qui, dont le temps et le rythme à l'exécution ou à l'instrumentation ou la prise de l'instrumentum de tous ces actes. De tous ces actes. Sinon, s'il se laisse... je veux dire, téléguidé ou manipulé par les successibles, c'est dangereux.
Oui. Il y a aussi... D'où son impartialité. C'est vrai, son impartialité, c'est vrai. Mais on a l'impression que dans notre culture, entre guillemets, bantou, qu'on assume fièrement, Oui. on n'a pas conscience du rôle du notaire. C'est pour ça qu'on vous invite, parce que les successions, les testaments, dans la plupart des familles, veulent Il les règle se gérer traditionnellement, en se disant que non, on est des bantous, on va gérer par un conseil familial, c'est la famille, C'est la une famille, et que erreur. le notaire est une personne étrangère et intrue à la famille. Donc, Au fait, ce sont des récriminations qui n'ont pour justification que, l'ignorance ou la propension à vouloir tromper les autres. OK? Donc, un notaire, c'est un spécial. Il est fait pour ça. C'est sa matière, c'est son domaine. Pour éviter qu'il y ait des soucis ou des vicissitudes, des difficultés au niveau des familles. Mais vous venez voir le notaire qui doit faire le travail qu'il a appris. Parce qu'il a appris ce travail-là. Mais pour que le fasse dans des conditions d'aisance dûment définies, il faudrait bien que ces derniers le laissent faire ce travail et lui donnent les informations nécessaires. Si vous comparaissez devant notaire et que vous dites certaines choses et d'autres non, mais le notaire n'est pas un devin. oui, c'est vrai. Mais il faut lui donner tous les éléments de sorte que lui, en tant que technicien, fasse le travail technique qu'il faut pour vous permettre chacun de rentrer dans ses droits. Les ascendants sont aussi au premier degré, les pères et mères. Les mères. Les frères et sœurs ne viennent que lorsque les pères et mères n'existent plus. Ah, Donc c'est le décès de ceux-ci leur donne un boulevard qui leur permettent de venir à la succession. oui. Mais si les pères et mères existent, Non. la succession Mais s'arrête. c'est mon enfant. Tu es mon fils, c'est ton frère qui est décédé, mais attends, mais avant toi, c'est d'abord moi, c'est moi qui réponds. Dès lors que j'ai mis mon pied, toi, le frère, tu ne peux pas passer. C'est là aussi, même sur le plan, je veux dire, spirituel ou comment. Un père, lorsqu'il a mis son bras, son pied, le frère ne peut pas aller détruire son frère. C'est Donc vrai. le père est là, il s'interpose. C'est vrai. Voyez-vous? Donc, le un quart revenant aux pères et mères, donc aux ascendants, sont dévolus aux collatéraux privilégiés que si ceux-ci n'existent plus. À partir de là, ils viennent à la succession. Et quand ils viennent, selon que vous êtes germain, dans le germain, c'est celui qui est né de même père et même mère que le décujus. Alors, vous bouffez et à gauche, donc du côté de votre père, et du côté de votre mère. Ok. Donc vous êtes au 8e là, de votre père, et vous venez au 8e de votre mère. D'accord. Si vous êtes consanguin, donc né que de même père, vous venez juste au 8e de votre père. Vous vous alignez là. Ah. Et si vous êtes utérin, donc né de même mère, vous venez au 8e de votre mère. Ah. Mais c'est incroyable. Mais c'est ça la loi. C'est l'ignorance, en fait, qui nous met dans les Pour pros. le savoir, il faut fréquenter les notaires. C'est vrai. Il ne faut pas les diaboliser. Il faut venir vers les notaires, s'informer et être formé. Et je demande souvent aussi aux notaires de se former. C'est vrai. Il faut bien qu'ils se forment pour avoir la maîtrise de ces éléments-là, de sorte que eux, ils enseignent au public. C'est vrai. Voilà. Autrement, vous subissez le public et c'est pas bon. C'est pas bon. C'est justement, maître, en cas de manquement à la déontologie, qu'est-ce qui peut arriver à un notaire? Mais il y a des sanctions. Les sanctions peuvent être disciplinaires. Ça peut être judiciaire. Nous évitons souvent des sanctions judiciaires. Disciplinaires, vous avez manqué à votre devoir, bon, on vous recadre. Et je demande toujours aux notaires de souscrire à l'assurance responsabilité professionnelle. D'accord. C'est En cas d'erreur, l'assurance vous couvre et tout. C'est cela. Et lorsque délibérément, vous avez pris les fonds d'autrui sans justificatif, sans parade, sans truc, alors là, vous restituez les fonds d'autrui, éventuellement. C'est vrai. Est-ce qu'il existe un mécanisme de contrôle ou d'audit de tout ce qui concerne Au niveau de notre chambre, nous avons... les études notariales. Il y en a même 3. Nous travaillons sous le contrôle du secrétariat général à la justice. Et nous travaillons sous la surveillance du procureur général, près la cour d'appel. D'accord. Et enfin, au niveau de notre chambre, nous avons un organe qu'on appelle le syndic, qui est l'organe qui contrôle justement l'exercice de la profession de notaire.
D'accord. Tel notaire a failli dans tel acte ou tel autre acte, on le rappelle à l'ordre, et ainsi de suite. L'élément de contrôle, d'encadrement, c'est comme le gendarme. D'accord. Que dit la loi sur les frais des notaires? Ça s'élève à combien, les frais des notaires? Non, ça dépend. Dans les frais de notaire, nous avons les émoluments qui sont définis par la loi ou par la loi, par acte réglementaire, l'arrêté, et nous avons les honoraires. Nous avons les vacations et autres charges. Les honoraires, vous venez, vous pouvez débattre, vous pouvez négocier. Mettre ça, c'est trop, est-ce que... OK. Mais lorsqu'il s'agit des émoluments, il y a le barème et tout, on suit le barème. Maître, est-ce que c'est la même loi notariale en République du Congo qu'en RDC, que dans la sous-région? Non, malheureusement. La loi du notariat au Congo est différente de celle en RDC ou d'autres pays. Mais par contre, nous sommes en train de vouloir uniformiser les lois sur le notariat au travers le monde entier. Ah, il y a un chantier dans ce sens. Je crois que le chantier est assez avancé. C'est pour faire que le notaire soit de plus en plus protégé. Nous vivons des phénomènes où le notaire parfois est traîné dans des commissariats de quartier, de ceci, parce qu'il aurait pris tel acte ou tel acte. Mais malheureusement, nous constatons avec beaucoup d'effrayeur que souvent ces acteurs ne maîtrisent toujours pas les b.a.-ba du notariat. Ou les spécificités du notariat. Et il y a parfois des intelligences un peu inexpertes qui se permettent d'interpréter les actes de notaire. Et le notaire parfois est confondu en commerçant. Non, nous disons non. Le notaire, c'est un acteur social qui permet de contribuer au développement du pays. Si erreur il y a le cadre qui est défini pour régler cela. Et non convoquer les notaires dans les commissariats, les gendarmeries, et ainsi de suite, ce qui frise, je veux dire, le rabaissement de cette profession. Ce qui n'est pas normal. Au Sénégal, il y a une loi qui interdit l'arrestation de notaires. Je dis interdit. Oui. Vous ne pouvez pas m'écouter. Le notaire, il est détenteur des secrets des tierces personnes, des VIP. Vous avez les secrets de tel VIP, mais on vient vous brutaliser et tout, et par inadvertance, ou par pression, ou par, c'est pas quoi, vous vous mettez à débiter tout, et du coup, vous mettez le pied sur la garde du secret professionnel. Voyez-vous? Et c'est pas bien. Maître, ça veut dire que le notaire joue un rôle crucial dans le climat des affaires? Naturellement. Mais le notaire, c'est la porte d'entrée et de sortie même des investisseurs. Lorsque les investisseurs viennent, mais saisissent qui? Le notaire qui sécurise leurs investissements. Il crée les sociétés par le notaire. C'est vrai. OK. Lorsqu'ils veulent partir, cessation d'activité et tout, on saisit toujours le notaire qui prend les actes de dissolution éventuellement de la société. Même la nôtre a été créée, on est passé par le notaire. Mais naturellement. C'est vrai. Vous vous rendez compte que ces acteurs sociaux ou judiciaires doivent, je dis bien, forcément être protégés. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux notaires professionnels pratiquants qui vous regardent? Déjà dire à ceux qui aspirent à cette profession que c'est une profession, quoique noble, mais difficile. Difficile parce que le notaire a plus de devoirs que de droits. Et d'ailleurs, nous sommes en train de revisiter notre texte de loi pour faire que cette loi soit un peu mieux adaptée à la donne actuelle. Donc, pour ceux qui veulent intégrer ce métier, il faut qu'ils se disent que ce n'est pas un métier aussi facile qu'on le pense. Parce que les gens ont tendance à penser que c'est comme un petit couteau qu'on passe dans le beurre. Ce n'est pas cela. Il y a plus de devoirs que de droits. De un. De deux, pour les notaires, les inciter toujours à participer aux activités de la Chambre, aux activités du notariat, tant au niveau interne qu'au niveau externe. Au niveau externe, nous avons les congrès, nous avons les universités et tout. Et enfin, il faut dire que le Congo, notre pays, se trouve sur le starting block de l'élection du président de la CAF. La CAF, c'est la Commission des Affaires africaines. C'est la superstructure du notariat africain. Ah, d'accord. Et votre modeste invité se trouve être le candidat du Congo pour la présidence de la CAF. Et nous avons des élections qui se tiendront en octobre de cette année à Berlin. À Berlin. Et donc, le Congo
Et sera vivement représenté. Ouais, vivement et valablement. représenté et se battra aux côtés du Tchad pour la présidence de la CAF. Écoutez, on vous souhaite bonne chance. Mais merci beaucoup. Vous êtes, je le rappelle, président de la Chambre nationale des notaires du Congo. C'est cela. Vous nous avez donné de votre passion, de votre temps, de votre énergie, de votre sincérité et de votre conscience professionnelle. C'était un devoir. On vous souhaite une bonne chance pour vos courage pour les élections j'ai envie de dire, du siège que vous méritez, parce que vous avez la compétence, et ce serait une fierté nationale d'avoir un Congolais siégé à la CAF. Merci beaucoup. Merci, Maître, pour votre temps. Merci de nous avoir écoutés, regardé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, et puis surtout, abonnez-vous sur YouTube et laissez-nous un petit commentaire. Merci.